si on en est ce matin et aujourd'hui à se parler d'engagement, c'est parce que peut-être ou probablement l'époque est à la fatigue et même parfois aux grandes fatigues collectives et individuelles. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer plusieurs types de fatigues? Est-ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises fatigues? Autant de sujets que va aborder Éric Fiat, philosophe, professeur des universités à l'université Gustave Eiffel, responsable d'un master d'éthique médicale et du travail social. Je vais vous demander de me rejoindre, monsieur Fiat. Et vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages, et notamment Ode à la fatigue, paru en 2018 aux éditions de l'Observatoire. Un grand merci à vous pour votre présence ce matin pour nous parler de cet engagement en ces temps de grande fatigue. Alors je vous dois 2 aveux, dont le premier est que je suis philosophe. N'ayez pas peur surtout. Le second est que je suis malade et donc un peu fatigué, voire épuisé. Un petit mot sur ces 2 aveux. Oui, je suis philosophe, enfin j'essaie de l'être tout du moins, et je m'interroge régulièrement sur ma légitimité à intervenir dans des journées comme la vôtre, moi qui ne suis pas engagé dans le travail social ou médico-social. M'interrogeant sur ma légitimité à vous parler, je me rassurais un peu en me disant que la réalité de ce que vous vivez, eh bien, je la connais tout de même un peu grâce à mes étudiants. Car comme l'a dit notre cher animateur, oui, je dirige un master à l'université, mais c'est un master un peu singulier. Mes étudiants ne sont pas des étudiants classiques en philosophie, c'est-à-dire des étudiants qui, après qu'ils ont réussi la licence, feraient un master avant que de présenter les concours d'entrée dans la fonction publique, le CAPES ou l'agrégation. Non, mes étudiants sont des professionnels des secteurs qui sont les vôtres, sanitaire, médical, médico-social. Professionnels du soin, si vous voulez, au sens très large du terme, qui décident à un certain moment de leur carrière de venir faire de la philosophie avec nous. Et je dirais que ce sont mes étudiants qui m'amènent, qui m'apportent la réalité. Récemment, elles soutenaient leur mémoire, et les sujets en étaient très divers, puisque dans ce master, il y a des médecins, des travailleurs sociaux, des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, un directeur d'hôpital, une directrice d'EHPAD, enfin, tout professionnel de ces secteurs-là. Et malgré la différence de leur métier, j'avais l'impression que ce qui revenait dans leurs paroles, à la façon d'une basse obstinée, à la façon d'une litanie, était la formule suivante. J'ai de plus en plus de mal à continuer d'aimer mon métier. J'ai de plus en plus de mal à continuer d'aimer mon métier. Ça veut dire que je continue de l'aimer, ce métier dans lequel je ne me suis sans doute pas engagé par hasard. Cependant, les conditions qu'on m'y fait, les conditions que j'y vis, font que j'ai de plus en plus de mal à continuer d'aimer mon métier. Pourquoi? Eh bien, une des raisons, mais ce n'est pas la seule, est sans doute cette fatigue, plus souvent mauvaise que bonne, dont je veux dire un petit mot. Mon second aveu était que je suis malade et un peu fatigué. Bon, l'aveu d'une problématique personnelle, le faire part d'une difficulté privée, pourrait vous laisser totalement indifférent. Mais je vous dis ça tout d'abord parce que ça affecte ma voix. J'espère que la voix ne sera pas trop abîmée, trop désagréable à cause de l'angine. Et puis aussi parce qu'au fond, cette fatigue, je la connais. Pour une fois qu'un philosophe connaît ce dont il parle, réjouissez-vous que je sois fatigué. Oui, la fatigue est un thème récemment venu à la mode. La crise du Covid y a joué grand rôle, n'est-ce pas ? Mais j'en avais parlé avant que cette crise ne surgît. Et je crois en effet que la vie d'un travailleur social, disons-le au sens très large du terme, n'est sans doute pas la même. Un beau matin de mai quand il est en pleine forme, ou un triste après-midi pluvieux de novembre quand il est épuisé. Je vous invite à titre d'introduction à considérer 2 journées un peu prototypiques du travailleur social ou de la travailleuse sociale. Je vais le dire au féminin puisque la majorité du public me semble être féminine. Ce jour-ci, ce jour-là, ce jour-ci, notre travailleuse sociale s'est réveillée de fort bonne humeur. Elle avait très bien dormi. Elle ouvre la fenêtre et elle voit que le temps est exactement ce qu'elle avait envie qu'il fût. Qu'il fait beau à Paris, à Château-Thierry, à Bordeaux, à Nérac aujourd'hui.
Le petit déjeuner se passe dans une espèce de climat d'harmonie. Oh mon amour, j'espère te revoir déjà ce soir. Tu m'écris, hein. Je penserai à toi toute la journée. Bon, oh, j'ai pas envie d'y aller. J'aimerais tellement faire l'école buissonnaire avec toi. Non, non, il faut que tu y ailles, ma chérie. Elle sort dans les rues de la ville pour se rendre dans son établissement de travail. Il fait beau. Elle vit l'existence comme un cadeau plutôt que comme un fardeau. Un inconnu lui offre des fleurs. Elle arrive dans le lieu de l'exercice de son travail. On la félicite pour la façon qu'elle a de l'exercer, pour, je ne sais, sa nouvelle coiffure. Bon, elle aime ce travail, elle s'y sent reconnue. Et elle a rendez-vous avec, allez, un enfant un peu difficile, un peu perturbé, dont la vie ne fut pas jalonnée de roses, mais qui cependant, malgré sa douleur, malgré sa souffrance, malgré son handicap, je ne sais, a quand même la force de dire sa gratitude. Oh, j'aime tellement quand c'est toi qui viens. C'est pas comme l'autre. Et puisqu'elle n'aime pas tellement sa collègue, elle se paye cette petite mauvaise joie, Schadenfreude, comme on dit en allemand, d'être la préférée. Oui, quand la rencontre de l'accompagnant et de l'accompagné, c'est la rencontre d'une forme du côté de l'accompagnant ou de l'accompagnante, travailleur ou travailleuse sociale, et d'une gratitude, d'une reconnaissance du côté de l'accompagné, quel qu'il soit, alors là, ma foi, il n'y a aucun problème à ce que l'engagement demeure chose pérenne. La reconnaissance, la gratitude qui vous viennent de la part de ceux que vous accompagnez, eh bien, donne ce second souffle, donne cette ressource, cette nouvelle source de l'engagement. Oui, quand la rencontre de l'accompagnant et de l'accompagné, c'est un beau matin de mai, la rencontre d'une forme et d'une gratitude, là, la question de l'engagement ne se pose même pas. Mais ça, c'était ce jour-ci. Et on peut imaginer qu'il y ait ce jour-là. Et ce jour-là, notre travailleuse sociale s'est réveillée fatiguée, épuisée, peut-être encore plus fatiguée qu'elle ne s'était couchée, car elle a connu des moments d'insomnie, ce que Baudelaire nomme ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse. Elle se lève fatiguée, elle ouvre la fenêtre, elle voit que le temps n'est pas du tout ce qu'elle aurait aimé qu'il fût. Il fait un temps dégueulasse à Bordeaux, à Toulouse, à Berck-Plage, je ne sais, à Strasbourg. Le petit déjeuner se passe déjà dans une tension évidente. Hein. C'est pas vrai, ta mère vient encore dimanche. Oui, et toi ton frère, qui n'apporte jamais aucun cadeau. Bon, elle va au miroir et ma foi, elle ne s'y aime guère. C'est Cocteau qui disait « Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de nous renvoyer notre image ». Eh bien, cela n'est pas du tout genré. Hein. Ne pas se trouver beau, ne pas se trouver belle est quelque chose de fatigant, de lourd. Elle va dans les rues de la ville pour se rendre sur le lieu d'exercice de son travail. Elle est fatiguée, voire épuisée. Elle vit l'existence comme un fardeau plutôt que comme un cadeau. Elle a envie de chanter avec Jane Birkin, grâce à Serge Gainsbourg, ces vers sublimes. Or, Gainsbourg ne voulait pas qu'on dise de lui qu'il était poète, parce qu'il disait que la chanson, c'est un art mineur pour les mineurs. Pas déconner, c'est pas un art majeur comme la poésie, petit gars. Et pourtant, la poésie est présente dans certaines chansons de Gainsbourg. Dans le dernier album qu'il a composé pour Jane, il lui fait un moment dire cela. Avec cette difficulté d'être, on se dit qu'il aurait mieux valu peut-être ne jamais naître. Oui, fatigue, épuisement, très vite elle a affaire à ce que Jean Giono appelle le démon mesquin. Giono ne croyait ni à Dieu ni à diable. Par conséquent, la figure du diable ou du démon, celui qui voudrait que l'on ne fasse pas ce qu'on doit faire et que l'on fasse ce qu'on ne doit pas faire, n'est-ce pas ? Cette figure du diable, le diable est celui qui est capable de faire deux, diable, capable de faire deux, transformable, capable de transformer, diable, capable de faire deux. Le diable, le démon, est celui qui essaie de séparer l'homme de sa vocation, n'est-ce pas ? Eh bien, le démon, le diable, nous dit Giono, est mesquin, se loge dans toutes les petites mesquineries de la vie quotidienne, n'est-ce pas ? Ne croyez pas que le diable, auquel Giono ne croyait pas et qui n'existe pas, je vous rassure, hein, que le démon se présentera jamais à vous sous les traits terribles que la tradition lui a donnés, c'est-à-dire un monstre qui sent le soufre, avec une queue fourchue, et qui vous dirait « fais le mal ». Laisse tomber cet enfant désagréable, désengage-toi, fais le minimum. Non, si le diable, le démon, se présentait à nous sous cette forme-là, nous ne ferions pas ce qu'il nous invite à faire. Non, le démon est mesquin, le diable se loge dans les détails. Et donc notre travailleuse sociale, tout d'un coup, se rend compte qu'elle a sa chaussure droite qui fuit.
et pas la chaussure gauche. Et la sécheresse du pied gauche rend insupportable ce floc-floc qui toute la journée la gênera. Elle marche dans les rues de la ville, est fatiguée, vit la vie comme un fardeau plutôt que comme un cadeau. Elle arrive sur le lieu de travail, on lui fait des reproches, on lui dit qu'elle n'a pas bien encodé les actes qu'elle aurait dû encoder, on lui dit qu'elle n'a pas utilisé le bon logiciel. On ne mesure pas à quel point les tracasseries administratives fatiguent les travailleurs sociaux et parfois leur donnent le goût d'un certain désengagement, n'est-ce pas ? Et elle a rendez-vous avec un jeune, mais pas le jeune gratifiant de la veille, non, un jeune qui souffre et qui n'a d'autre manière de montrer sa souffrance que par l'agressivité. Alors attention, la souffrance ne légitime pas l'agressivité, n'est-ce pas ? De même que la malchance ne saurait justifier la méchanceté. Hein, c'est le même mot, malchance, méchanceté. Le malchanceux est celui sur qui tombe le mal, le méchant est celui qui fait tomber le mal, car chance vient du latin cadere qui veut dire tomber. Non, la souffrance ne légitime pas l'agressivité, la malchance, le mal achu sur moi, ne légitime pas la méchanceté. Cependant, ce que l'on ne saurait légitimer, on peut le comprendre. On peut le comprendre. Et en effet, il est parfois des accompagnés qui n'ont d'autre manière de vous montrer leur souffrance que par l'agressivité. Je trouve très profond ce passage du dessin animé Kirikou. Pardonnez-moi, je mêle des références peut-être pas très nobles et des références un peu plus nobles. Tout à l'heure, il y aura un peu de Kant, hein, rassurez-vous si vous êtes inquiets. Mais je trouve très profond ce passage du dessin animé Kirikou, où, vous savez, Kirikou a enfin réponse à la question qu'il pose depuis le début du dessin animé. Pourquoi Karaba, la sorcière, est-elle méchante ? C'est un petit village africain tyrannisé par une méchante sorcière, Karaba, et Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Kirikou, mon ami. Ce Kirikou demande à tout le monde pourquoi Karaba, la sorcière, est-elle méchante ? Personne n'a réponse à la question posée. Jusqu'à ce que Kirikou retrouve son grand-père, qui lui a réponse à la question posée. Grand-père, pourquoi Karaba, la sorcière, est-elle méchante ? Réponse du grand-père, parce qu'elle souffre, Kirikou. Et en effet, on comprend qu'elle a une épine qui lui est plantée dans la nuque, qui l'a fait horriblement souffrir, et on devine que peut-être elle a subi un viol collectif de la part du village. Eh bien, quand la rencontre de l'accompagnant et de l'accompagnée, ça n'est pas un beau matin de mai, la rencontre d'une forme et d'une gratitude, mais un triste après-midi pluvieux de novembre, la rencontre d'une fatigue, d'une mauvaise fatigue et d'une agressivité, alors là, la pérennité de l'engagement devient chose difficile. Voilà pourquoi, en effet, j'ai cru devoir proposer aux organisateurs de cette journée une causerie dont le titre est « L'engagement au risque de la fatigue ». Certes, toutes les fatigues ne sont pas mauvaises et il me faut d'abord dire un moment des bonnes fatigues, espérant que vous les connaissiez encore. Mais c'est aux mauvaises fatigues des travailleurs sociaux que je consacrerai l'essentiel de mon industrie. Bonne fatigue, mauvaise fatigue, et que faire ? Que faire de ces mauvaises fatigues ? Première partie, les bonnes fatigues. Oui, ça existe, les bonnes fatigues. La bonne fatigue, c'est la fatigue du sportif vainqueur. C'est la fatigue des amoureux qui ont cueilli dans les bras l'un de l'autre toute la nuit les doux fruits d'amour. C'est la fatigue du travailleur social, ou de la travailleuse sociale, qui à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, a l'impression du travail bien fait, du devoir accompli. Alors évidemment, ces trois personnages sont fatigués, puisque pour gagner le match, dans le cas du premier, pour faire l'amour toute la nuit, dans le cas des seconds, pour bien faire son travail et dûment, dans le cas de la troisième, eh bien, en effet, il faut avoir donné beaucoup de force, beaucoup de soi, et demeure peu de force dans le corps du sportif vainqueur, dans le corps des amoureux qui ont cueilli toute la nuit les doux fruits d'amour. Je suis tellement content de cette formule que je l'emploie dès que je peux. Et demeure peu de force dans le corps du travailleur social qui vraiment a tout donné, s'est engagé pour avoir l'impression du devoir accompli et du travail bien fait. Oui, mais ces trois personnages eh bien, sont fatigués d'une bonne fatigue parce que si leur corps est fatigué, leur âme ne l'est pas. Je ne suis pas dualiste, mais l'âme n'est pas fatiguée puisque l'âme est rafraîchie, rajeunie, défatiguée par la joie de la victoire dans le cas du sportif vainqueur, par la joie de l'amour partagé dans le cas des amants, par le plaisir moral du devoir accompli, par le plaisir moral du travail bien fait. Vous voyez que je n'ai pas parlé de la joie du travailleur social, j'ai parlé du plaisir moral. Oui, parce que je ne pense pas que dans l'exercice de votre profession, vous alliez de joie en joie, d'orgasme en orgasme, n'est-ce pas ?
Et voilà pourquoi, plus modestement, avec Kant, voilà, je parlerai, n'est-ce pas, du plaisir moral du travail bien fait ou du devoir accompli. Kant est un philosophe qui ne passe pas pour un philosophe du plaisir. Quand on cherche un philosophe hédoniste, on ne va pas spontanément vers Emmanuel Kant. Il irait plutôt, je ne sais, vers les épicuriens, vers Spinoza, vers Nietzsche. Et pourtant, Kant est l'inventeur de cette notion de plaisir moral. Kant est un philosophe qui a fondé toute sa philosophie sur l'idée qu'il y a toujours un écart entre ce que l'homme est et ce qu'il devrait être, entre ce que l'homme est et ce qu'il voudrait être. Il n'est pas d'être humain parfait, alors qu'on peut imaginer qu'il existe une rose parfaite, un phacochère parfait. Il n'existe pas d'être humain parfait. En effet, la rose adulte réalise parfaitement bien la roséité. Le phacochère adulte réalise parfaitement bien la phacochéricité. Bon, étant donné la tronche qu'ils ont, nous les trouvons fort moches, mais sub specie naturae, du point de vue de la nature, ils sont parfaits. Il n'existe aucun être humain qui puisse se dire parfait, qui puisse dire qu'il est exactement comme il doit être, exactement comme il veut être. Si l'un ou l'une d'entre nous se levait tout à coup et disait et proclamait « Moi, je suis parfait, moi, je suis parfaite », il ferait ou elle ferait immédiatement la preuve du contraire. Car proclamer qu'on est parfait, c'est être orgueilleux, c'est être vaniteux. Et puisque l'orgueil et la vanité sont une imperfection, c'est QFD, aucun être humain n'est exactement comme il doit être, n'est exactement comme il veut être. Et Kant a fondé toute sa morale sur cet écart entre l'être et le devoir être. Et pourtant, nous dit Kant, il arrive parfois que l'être humain soit comme il doit être, soit comme il veut être. C'est à ce moment-là qu'il éprouve le plaisir moral. Le plaisir moral est une notion inventée par Kant pour désigner ces moments, malheureusement assez rares dans la vie, où nous pouvons nous dire que nous avons été exactement comme nous devions être, où nous avons été exactement comme nous voulions être, n'est-ce pas ? À ce moment-là, nous sommes comme une bonne surprise pour nous-mêmes. Nous pouvons nous dire à la fin de la journée, tu as été exactement comme tu devais être. À la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année. Eh bien vraiment, cette année, chapeau bas. Bon, votre conscience morale vous approuve. Elle vous dit bravo mon grand, bravo ma grande. Attention, ça ne durera pas, car la conscience morale empêche la thésaurisation des mérites, la capitalisation des bonnes actions. Elle est infiniment exigeante et d'une exigence infinie, et en effet, ça ne durera pas. Si elle vous approuve aujourd'hui, il est peu probable qu'elle ne vous approuve pas complètement le lendemain, quand elle vous reprochera de ne pas avoir été avec ce résident, avec cet enfant, avec je ne sais, avec cet accompagné, comme vous auriez dû être. Et ça me rappelle une minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Pierre Desproges, grand humoriste, malheureusement trop tôt disparu des années 70-80, apparaissait tous les soirs sur FR3, vous voyez sa date, pour la minute nécessaire de Monsieur Cyclopède. Et je me souviens d'une minute nécessaire de Monsieur Cyclopède où il arrive avec son visage sinistre. Pasteur a inventé la pasteurisation, le docteur Desmorales a inventé la démoralisation. Petite anecdote qui illustre la chose. Et alors on voit une dame qui est en train de balayer devant une porte sur laquelle il y a une inscription en or, docteur Desmorales, des universités de Paris, je ne sais. Et puis tout d'un coup le docteur Desmorales sort, c'est Desproges avec une blouse blanche, et la concierge lui dit beau temps docteur, hein? Et il répond ça ne durera pas. Et ben voilà, il a inventé la démoralisation. Oui. Mais cependant, il arrive que nous soyons une bonne surprise pour nous-mêmes et que nous disions que nous avons été comme nous devions être. Alors oui, le plaisir moral du devoir accompli, la joie de la victoire, la joie de l'amour partagé sont déjà défatigants, n'est-ce pas ? Et nos trois personnages vont dormir du sommeil du juste. Le sommeil du juste est un sommeil qui n'a pas besoin d'être très long pour être réparateur. A-t-on même envie de dormir quand on a gagné un match ? Non. La joie, le plaisir sont défatigants. Il demeure peu de force dans le corps du sportif vainqueur. Un rugbyman à la fin d'un match de rugby où vraiment ça s'est joué à peu de choses a presque plus de force. Les amoureux qui ont cueilli dans les bras l'un de l'autre toute la nuit les doux fruits d'amour ont peu de force, oui. Mais la joie est défatigante parce que la joie, c'est la dilatation de l'âme et du corps, alors que l'angoisse, c'est la rétractation de l'âme et du corps. C'est ce que disaient les pères de l'Église, en latin. Laetitia, la joie, est dilatatio animae et corpori, dilatation de l'âme et du corps. Sed, mais angustia, l'angoisse, est retractatio animae et corpori. Et en effet, quand on est angoissé, on est rétracté, on
on est tourné vers soi, on est centripète, vous voyez. Alors que quand on est joyeux, on est ouvert, on se tourne vers le monde, on est centrifuge. Voilà 2 adjectifs étonnants. Je ne pense pas que vous ayez jamais entendu, sous le marché couvert, le vendredi matin, une dame dire à une autre dame « Tiens, j'ai vu monsieur truc, il était très centrifuge. » Et madame chose, mon Dieu, qu'elle est centripète. Et pourtant, quand on est angoissé, on est en effet rétracté. Angoisse, ça vient du latin angustia, qui veut dire le resserrement, l'étroitesse, la gêne. Ça vient de angere, A-N-G-E-R-E, qui a donné angoisse, mais aussi angine. Et l'angine, j'en sais quelque chose, qu'elle soit de la gorge ou de la poitrine, c'est un resserrement, n'est-ce pas ? Alors que la joie, au contraire, c'est une ouverture, une dilatation. Voilà pourquoi le plus grand poète de l'angoisse, c'est Baudelaire, et le plus grand poète de la joie, c'est La Fontaine. Baudelaire, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Ou alors ce que je vous citais tout à l'heure, à propos des insomnies, ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse. L'angoisse est source de fatigue. La joie est source de défatigue, elle est défatigante parce que la joie, c'est la dilatation de l'âme et du corps. C'est ce que dit très bien La Fontaine. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, il ouvre un large bec. Vous allez me dire que j'ai sucré un verre, que j'ai oublié un verre. Car dans la fable, c'est à ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec. Il laisse tomber sa proie. Et je sais bien que s'il ouvre un large bec, c'est parce que le renard l'a flatté, si votre ramage se rapporte à votre plumage, qu'il l'invite à chanter. Mais je crois que même s'il n'y avait pas eu de fromage, même s'il n'y avait pas eu de libido camemberti chez le renard, je suis sûr qu'un être qui ne se sent pas de joie est un être qui ouvre un large bec. Quand on est joyeux, on est écarquillé, dilaté, on saute de joie. Je me souviens avoir assisté un jour de juillet 1998, ça date, à une joie présidentielle montrée à la télévision en direct. La France est en finale de la Coupe du Monde de football, comme disait mon grand-père, ce qui est déjà miraculeux, parce que, comme disait Coluche à l'époque, le foot, c'est un sport qui se joue à 11, et la France perd toujours à la fin. Mais voilà que on est en finale, on est en finale, on est en finale. Ce qui est déjà un peu miraculeux, mais on a très peur parce qu'on va jouer contre le Brésil, meilleure équipe du monde. Or, petit miracle, premier but de la tête de Zidane, deuxième but de la tête de Zidane, la France mène 2-0. Mais on a très peur parce qu'il reste encore 25 minutes et on se dit que le Brésil va se réveiller et que, comme d'habitude, Coluche aura raison. La prédiction coluchienne se réalisera. Or, à peu près 20 minutes avant la fin, un certain Emmanuel Petit marque un troisième but qui fait qu'on a compris qu'on avait gagné. À ce but, le Chirac ne se sent pas de joie. Il ouvre de larges bras. Et oui, c'est la dilatatio animae et corpori que nous avons aussi dans la jubilation, dans la jouissance amoureuse, dans la jouissance aussi. On est ouvert. Eh bien, voilà pourquoi la joie est défatigante. Il n'y a pas beaucoup de forces qui demeurent dans le corps du sportif, dans le cœur des amants, mais ces quelques forces sont dilatées par la joie, voyez ? Rien n'est plus défatigant qu'une joie. Eh bien, j'espère que vous connaissez encore de ces bonnes fatigues. La bonne fatigue, en effet, s'accompagne c'est celle qui est fatigue du corps. Oui, le corps est fatigué, mais pas de l'âme, car l'âme est rafraîchie, défatiguée, rendue joyeuse ou pleine de plaisir à la pensée qu'on avait été comme on voulait, comme on devait être. Ça, en effet, ça peut rendre pérenne l'engagement. Oui, je suis fatigué, mais ce métier, ça vaut vraiment le coup, parce que ça a du sens. Je m'y sens reconnu, gratifié, et puis vraiment, ce que je fais, ça me semble tout de même bien, tout de même utile. Voilà pour les bonnes fatigues, qui non seulement n'empêchent pas l'engagement, mais bien souvent le remotivent, permettent qu'il demeure pérenne. Mais malheureusement, deuxième partie, la plupart des fatigues, me disent en tout cas mes étudiants et mes étudiantes, que vivent les professionnels du soin au sens très large du terme, soit dans le sanitaire, dans le social ou dans le médico-social, sont plutôt mauvaises que bonnes. Et en effet, les mauvaises fatigues, alors par symétrie, ça va être la fatigue du sportif vaincu. Ça va être la fatigue des amoureux qui ne sont pas bien arrivés à cueillir les doux fruits d'amour. Je ne vous fais pas de dessin trop précis. C'est la fatigue du travailleur social qui, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, a l'impression du travail mal fait, du devoir inaccompli, n'est-ce pas ?
Eh bien, ces trois personnages connaissent une mauvaise fatigue, c'est-à-dire que c'est pas simplement le corps qui est fatigué, c'est l'âme qui l'est aussi. Le souvenir de la défaite, le souvenir du fiasco sexuel, le souvenir du fait qu'on a travaillé en mode dégradé, qu'on est maltraitant sans le vouloir, parce qu'on nous met dans des conditions qui font que malgré tous nos efforts, on ne fait pas bien ce qu'on devrait faire. Eh bien, fomente une fatigue de l'âme, un épuisement, une lassitude, n'est-ce pas, une lassitude qui peut en effet rendre grande la tentation du désengagement. Le drame de la mauvaise fatigue, c'est qu'elle ne trouve même pas dans le repos son remède. C'est-à-dire qu'on va au repos comme à un refuge, alors que les personnes de la bonne fatigue vont au repos comme à une récompense. C'est-à-dire qu'après qu'on a gagné un match, après qu'on a fait l'amour, après qu'on a bien fait son travail, on va au repos comme à une récompense. C'est la joie du bain, la joie de la douche bien chaude, c'est la joie du lit, de la couette, de l'édredon, et là on dort bien, le sommeil du juste, on dort bien. Alors que les personnages de la mauvaise fatigue vont dormir du sommeil de l'injuste. J'ai formé cette expression sur le parallèle, sur la symétrie du sommeil du juste. Or, le sommeil de l'injuste est un sommeil qui n'est pas réparateur. C'est un sommeil qui n'arrange pas grand-chose. S'endormir, c'est toujours se descendre dans une étrange sphère d'oubli. Nous ne nous couchons pas que pour oublier nos fatigues, mais pour nous oublier nous-mêmes, pour essayer de ne plus vivre la vie à la première personne. Et malheureusement, qui connaît la mauvaise fatigue va dormir du sommeil de l'injuste, c'est-à-dire c'est un sommeil traversé d'insomnie, et c'est pas le sommeil dans lequel on se glisse, on se love doucement, heureusement, voluptueusement, comme Montaigne disait qu'il faisait dans les Essais, ou comme Philippe Noiret fait dans le rôle d'Alexandre le Bienheureux dans le film d'Yves Robert. Montaigne disait qu'il aimait tellement bien dormir qu'il se faisait réveiller par ses domestiques pour avoir le plaisir de se rendormir. Bon. Quant à Noiret dans le rôle d'Alexandre le Bienheureux, je ne sais pas si vous connaissez ce film, ça raconte la vie d'un paysan de la fin des années 60, qui est très fatigable parce qu'il souffre de somnolence diurne, et sa femme, qu'il appelle la Grande, le fait travailler tout le temps. À peine pique-t-il un peu du nez sur son tracteur que la Grande claque dans les doigts, dit « Alexandre !» et il doit aller biner des pommes de terre, curer des chevaux, planter. Même le soir, quand il se couche épuisé, espérant se reposer enfin, sa femme lui dit « Alexandre ?» réclamant ce qu'on appelait à l'époque le devoir conjugal. Bref, il est épuisé, et voilà que la Grande meurt d'un accident de voiture. Le village entier défile devant l'endeuillé, comme il se passait à l'époque, et à un moment, quelqu'un demande à Alexandre « Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Alexandre ?» Réponse de Noiret avec sa voix de violoncelle ou sa voix de basson « Dormir, dormir. » Et en effet, il se couche, parce que vous vous souvenez, et alors il reste dans son lit pendant des jours. Il a un système de poulie qui fait descendre le pain, la bouteille de rouge, son instrument de musique. Bon, et il a une devise, enfin toute mitterrandienne. Il faut prendre le temps de prendre son temps. Il faut prendre le temps de prendre son temps. Eh bien non, le sommeil de l'injuste, c'est pas le sommeil dans lequel on se glisse voluptueusement, c'est le sommeil dans lequel on tombe comme une masse. Et Platon disait que la mort est un sommeil sans rêve. Et ben ce sommeil-là ressemble à ça. Puis après, on se réveille, on ne sait plus bien où on est, et ensuite on a des insomnies, ces vagues terreurs de nos affreuses nuits qui compriment notre cœur comme un papier qu'on froisse. Et quand on a des insomnies, on exagère toujours la gravité des situations professionnelles ou existentielles dans lesquelles on est pris ou prise. On trouve aucune solution, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Bon, généralement, après on s'endort un peu, puis quand on se réveille, on se dit, bah si, quand même, il y a peut-être quelque chose à faire. Et bien voilà ce que sont les mauvaises fatigues, et je crois qu'elles sont très prégnantes, très présentes aujourd'hui, tout particulièrement dans nos secteurs. Est-ce que ça veut dire que nous sommes plus fatigués que les anciens ? Que la fatigue, c'est vraiment le mal contemporain? Je ne crois pas. La fatigue fait partie de la condition humaine comme telle, n'est-ce pas? Il n'existe pas d'être humain qui puisse l'éviter. Et je crois important, si vous voulez, d'éviter de céder au charme de la nostalgie. Ça veut dire qu'elle n'en manque pas, mais évitons de céder au charme de la nostalgie, du « c'était mieux avant », n'est-ce pas? Parce que le geste nostalgique est toujours précédé d'un geste d'idéalisation du passé. Le nostalgique, c'est celui qui, ne supportant pas son époque, sa contemporanéité,
invente un passé qu'il mythifie comme ayant été parfait, admirable, et par conséquent le regrette. Non. Tout n'était pas mieux avant. Il y avait des choses mieux avant, puis d'autres qui ne l'étaient pas, n'est-ce pas ? Il m'arrive de me plaindre du fait qu'on ne peut plus rouler dans Paris. Et en tant que grand banlieusard, je suis souvent obligé de prendre ma voiture, et je vous avoue que le syntagme Anne Hidalgo provoque chez moi, qui pourtant me veut un peu philosophe, c'est-à-dire un peu sage quand même, une espèce d'hystérie, enfin bon, et je l'accuse même de ce dont elle n'est pas responsable. Hein. L'autre jour, j'arrive à Romorantin, il y avait un bouchon, je dis « Ah, Hidalgo !» Bon alors, peut-être un peu exagéré. Bon, moi qui me plains du fait qu'on ne peut plus circuler dans Paris, je ne dois pas oublier qu'au XVIIe siècle, Boileau a écrit un petit livre qui s'appelle « Les embarras de Paris ». Et qu'est-ce que dit Boileau dans « Les embarras de Paris » ? Il dit on ne peut plus circuler dans Paris, alors qu'avant, on pouvait circuler dans Paris. Moi qui me plains, et peut-être vous aussi, n'est-ce pas, du fait qu'on ne prend plus le temps de vivre, que tout s'accélère et qu'on ne prend plus le temps de vivre. Je ne dois pas oublier qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, Sénèque a écrit un livre qui s'appelle De brievitate vitae, de la brièveté de la vie, où Sénèque dit quoi ? Eh bien que vraiment aujourd'hui les Romains ne prennent plus le temps de vivre, alors qu'avant les Romains prenaient le temps de vivre. Non, la fatigue a toujours existé et je crois qu'aucune d'entre nous ne supporterait la journée de travail d'un paysan corrézien au début du XXe siècle. Mon père est né en 1925 en Corrèze et il a connu les moissons avant la mécanisation, avant les tracteurs, avant les machines. Mais c'était absolument épuisant. La vie devait être bien fatigante pour que les paysans la quittassent si tôt, si vite, et cassés, pliés, prostrés. Prostrer, ça vient de prosterner, comme si on les obligeait à se prosterner devant Gaïa, devant la déesse Terre, hein, laquelle est de plus en plus basse, comme j'entendais dire. Hein. La Terre est basse. Et quand tu vieillis, elle l'est de plus en plus. Hein. Non, la vie des paysans de l'époque, c'était la vie décrite par Brassens dans « Pauvre Martin, pauvre misère », chanson que je trouve très émouvante, hein, avec une bêche à l'épaule, avec au cœur un grand courage, avec à la lèvre un doux chant, il s'en allait trimer au champ. Pauvre Martin, pauvre misère, creuse la terre, creuse le temps. De l'aurore jusqu'au couchant, en tout lieu, par tous les temps, il retournait le chant des autres sans laisser voir sur son visage ni l'air jaloux, ni l'air méchant. En plus, il n'a même pas de chant à lui. Hein. Bon. Et les deux dernières strophes qui m'ont toujours un peu bouleversé, et quand la mort lui a fait signe de labourer son dernier chant, il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Il creusa lui-même sa tombe en faisant vite, en se cachant. Puis s'y étendit sans rien dire, pour ne pas déranger les gens. Pauvre Martin, pauvre misère, dors sous la terre, dors sous le temps. La vie était fatigante et douloureuse à l'époque. Méfions-nous des charmes de la nostalgie. Mais, si la fatigue fait partie de la condition humaine, je dirais que leur fatigue était plutôt physique que morale, les nôtres plutôt morales que physiques. Plutôt, hein, parce qu'il y a toujours des fatigues physiques et qu'il y avait déjà des fatigues morales, bien entendu. Or, on ne remédie pas aussi facilement à une fatigue morale qu'à une fatigue physique. George Orwell, dans un petit livre, dit en effet qu'il ne faut pas regretter la vie des paysans d'avant. Il ajoute cependant qu'ils avaient deux choses que nous avons perdues. Premièrement, l'impression d'un monde stable, cohérent. Deuxièmement, l'espérance que leurs enfants seraient plus heureux qu'eux. Nous avons un peu perdu ces deux choses-là. Et voilà pourquoi, en effet, nos fatigues sont plus souvent mauvaises que bonnes. Le monde d'avant, en effet, était un monde stable, cohérent, qui changeait assez peu. On ne mesure pas à quel point le monde a changé quand on est passé d'une époque où il y avait 95% de chances ou de risques qu'un homme fît le même métier que son père, à une époque où il y a 95% de chances ou de risques qu'on ne fasse pas le même métier que ses parents, et que même on change de métier plusieurs fois dans sa vie, et que même si on ne change pas de métier, le métier change plusieurs fois dans sa vie, n'est-ce pas ? Oui, nous sommes passés d'une société solide à une société liquide, comme disent certains analystes, n'est-ce pas ? Et je crois en effet que ce que Jean Giono encore appelle la rondeur des jours, c'est le fait que les journées se ressemblent un peu, se ressemblent assez. Hein ?
Oui, mon autre grand-père était cordonnier, ses journées se sont ressemblées. Il a fait à peu près toute sa vie le même métier. Son père était cordonnier, et puis il a récupéré les chopes, et il a fait à peu près toute sa vie les mêmes gestes, dans une certaine ritualité, une certaine rondeur, une certaine... un enchaînement d'habitudes. La vie, en effet, était relativement stable. Elle est devenue fort instable, changeante, mouvante. Alors attention, je crois que pour que nos vies soient relativement heureuses, comme le dit Hannah Arendt, il faut un équilibre entre le retour du même et la rencontre du nouveau, vous voyez, entre la rondeur et la linéarité, entre l'habitude et l'événement, entre l'organisation et l'improvisation, entre la fidélité et la nouveauté, entre l'enracinement et le déracinement. Hannah Arendt, entre la certitude et l'incertitude, le dit très bien, parce qu'une vie où il n'y aurait que de l'habitude, de l'organisation, de la rondeur, de l'enracinement, de la certitude, c'est une vie peut-être où on finirait par s'ennuyer. Mais en même temps, une vie où il n'y aurait que de l'incertitude, que de la nouveauté, que de l'improvisation, que de la linéarité, c'est une vie où on risque de se perdre. Je crois que l'équilibre est un peu rompu, et qu'en effet, on a sans doute aujourd'hui trop d'incertitudes, trop de nouveautés, trop de déracinement, trop d'improvisation, trop d'événements, et que cela, en effet, fomente cette mauvaise fatigue. Je dirais que le monde, en effet, s'accélère et ne cesse de changer. Je dirais que le travailleur social d'aujourd'hui est sommé de s'adapter de manière permanente à un monde impermanent. Si je n'étais pas clair, vous me le diriez. Il est sommé de s'adapter de manière permanente à un monde impermanent. Et le slogan qui nous est lancé, c'est « Adapte-toi ou crève ». Nous essayons de le faire, mais parfois nous avons un point aux côtés de l'âme, un point de côté à l'âme. Vous savez, c'est continuer à courir quand on a un point de côté au corps, c'est presque impossible. Eh bien, ce que nous éprouvons, c'est un point aux côtés de l'âme, un point de côté à l'âme. Et vous savez que l'animal qui représente l'adaptabilité, c'est le caméléon. Or, on dit qu'un caméléon qu'on met sur un patchwork devient fou. Eh ben oui, c'est normal. Mais je dirais que la situation de beaucoup de travailleurs des secteurs qui sont les nôtres est encore pire que celle du caméléon qu'on met sur un patchwork. Vous êtes comme des caméléons qu'on met sur un kaléidoscope. Alors là, on peut devenir complètement fou. Et cette folie, ça s'appelle le burn-out. Quand on essaie de s'adapter, puis qu'à un moment, on pète les plombs, on n'en peut plus. Le patchwork a plusieurs couleurs, mais au moins, elles ne changent pas de lieu. Le kaléidoscope, les couleurs changent de lieu. Oui, je me suis engagé dans mon métier de philosophe, enfin de professeur de philosophie plutôt, avec joie. C'était une espèce de vocation. Au fur et à mesure que le temps passe, la vocation est toujours là, la joie est toujours là, l'engagement est toujours là, mais nom de Dieu, pourquoi m'impose-t-on des tas de tâches qui ne sont pas au cœur de mon métier ? Je crois que ce qui est à l'origine de cette plainte, j'ai de plus en plus de mal à continuer d'aimer mon métier, a pour origine cette réalité qui est qu'on nous impose de plus en plus de tâches qui ne sont pas au cœur de notre métier. Et parfois, on passe plus de temps devant l'ordinateur qu'à la rencontre de ceux dont on doit s'occuper. Je ne suis pas un digital native, malgré mon évidente juvénilité, et quand même... en une semaine, il m'est arrivé 2 trucs. J'arrive pour une conférence et quelqu'un vient me chercher là. Et à un moment, on me dit « Vous enseignez toujours ?» Aurais-je donc une allure de retraité ? Et puis, hier, pour la première fois, dans le métro, une jeune m'a proposé de m'asseoir. Bon. Mais j'en suis très très heureux, c'est formidable. Mais en effet, l'informatique est un outil très compliqué pour moi. J'avais enfin compris comment fonctionnait ce logiciel qui permettait... Et voilà que récemment, tout a changé. On dirait que les informaticiens n'ont rien d'autre à foutre que de très régulièrement changer les logiciels, changer les moyens d'accès, ce qui fait qu'on est complètement perdu. Et c'est là que... moi qui me suis engagé dans ce métier, parfois je me demande si je ne vais pas être content à un certain moment de le quitter. Parce qu'on m'impose des tas de tâches qui ne sont pas au cœur de mon métier. Je sens le cœur de mon métier parfois s'éloigner, comme à la fin du Rouge et Noir,
Madame de Rênal sent le cœur de Julien Sorel s'éloigner. Et c'est là tout près le cœur de mon métier. Mais pourquoi toutes ces tâches qui ne sont pas en effet le cœur de mon métier? Bientôt, il va y avoir l'évaluation quinquennale de toutes les composants, de toutes les formations. Et je vais... alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas évaluer vos établissements. Il est bon qu'on n'y fasse pas n'importe quoi. Mais parfois, les modalités de l'évaluation vous font perdre un temps fou à remplir des diagrammes qui ne sont lus par personne et qui sont une perte de temps pour écouter ce que ces pauvres mains racontent, si c'est une vieille dame, ou écouter son chagrin, si c'est un enfant, je ne sais. Même notre langue en est affectée. Je croyais être venu au monde pour dire « Vos yeux sont comme deux saphirs brillants de mille feux ». Je l'ai dit d'ailleurs, piquant cette formule à O'Malley, qui, dans les Aristochats, la prononce pour séduire duchesse. Je croyais être venu au monde pour dire l'angoisse, c'est la morsure que le néant fait à notre âme. Et je l'ai dit dans un cours sur l'angoisse. Et voilà que je rencontre un collègue et que je m'entends lui dire qu'il faut absolument qu'on se voie avant le CVU pour voir si on fait une DBM2 au sujet des ECTS. Cette langue saturée d'acronymes n'est pas la langue, n'est pas ma langue. Et en effet, tous ces changements peuvent fomenter quelque chose comme une fatigue, comme une lassitude, qui parfois rend grande la tentation, non pas de l'engagement, mais du désengagement, n'est-ce pas? Alors, attention, ne sont pas menacés par le burn-out, ne sont pas menacés par l'épuisement les paresseux ou les paresseuses. Y en a-t-il dans vos secteurs? Je crois qu'on ne tient pas très longtemps dans ce secteur si on est paresseux, paresseuse. Je déconseillerais aux fainéants, aux feignants, aux paresseux, aux paresseuses de s'y engager, mais enfin il y en a peut-être. Mais ne confondons pas la paresse et la fatigue. Je dirais que la paresse est une espèce de fatigue par anticipation, ou une anticipation de la fatigue. Le paresseux se lève le matin, que dis-je, à 12h30, il n'est pas du tout fatigué, mais il ne va rien faire parce qu'il risque de l'être. Et parfois, ce que les plus prodigieux des paresseux du monde donnent à voir, c'est qu'ils ne craignent même pas la fatigue. On dirait qu'ils ne font rien par peur de la possibilité d'être fatigués, n'est-ce pas? Alors, oui, il y a des désengagés parce que paresseux. Dans une petite ville de Corrèze, là, un petit village, je connais un type qui n'a jamais rien foutu de sa vie. Et simplement, il s'est toujours débrouillé pour que les autres fassent pour lui. Parce que c'est ça le problème de la paresse. Oh, un peu de paresse, ça peut pas faire de mal. Hein. De temps en temps, une grasse matinée, de temps en temps, un peu de farniente. Et je comprends que le gendre de Karl Marx, Paul Lafargue, ait écrit à la fin du 19e siècle un livre qui s'appelle « Le droit à la paresse ». Mais si un peu de paresse est légitime, beaucoup de paresse ne me paraît pas légitime. Car ce que je n'aime vraiment pas chez le paresseux, la paresseuse, c'est qu'il laisse aux autres le soin de porter le fardeau de l'être. Hein. Et ce Jacques, en effet, il change régulièrement de compagne. Alors, il est revenu du Brésil avec une compagne. Alors, elle, très vite, elle s'est mise à faire des ménages, à travailler un peu en EHPAD. Puis après, il est allé voir une belle famille au Brésil. Et on a vu Jacques revenir sur des béquilles. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Jacques? Et il nous répond très gravement, un accident de hamac. Alors, en effet, non, ceux et celles qui sont menacés par le burn-out, ce sont les consciencieux, les consciencieuses. C'est-à-dire des gens qui, malgré un monde qui rend difficile la pérennité de l'engagement, continuent à s'engager. Hein. Et c'est ça le drame. C'est que ce sont en un sens les meilleurs, les mieux engagés qui sont le plus exposés à cette mauvaise fatigue. Et continuer d'être comme on veut être. Continuer d'être comme on doit être. Alors qu'on est mis dans des conditions de sous-effectif, de non-reconnaissance, ou de reconnaissance en effet simplement factice, hein, en parole, mais pas en acte, alors qu'on est épuisé de mauvaise fatigue, je dirais que pour y arriver, il faudrait être soit un héros, soit un saint. Parce que malgré leurs différences, le héros et le saint ont ceci de commun, qu'ils ne connaissent pas la fatigue ou alors qu'ils la surmontent. Hein. Même si nos secteurs se sont laïcisés, professionnalisés, et j'en suis fort heureux, demeure encore quand même l'idée que ce sont des secteurs, ce sont des métiers à vocation. Hein. Ce sont des métiers dans lesquels on entre par vocation. Alors la vocation n'est pas forcément religieuse, elle est humaniste. Hein.
On a substitué à l'amour de Dieu l'amour de l'homme, et tant mieux. Mais quand même, ce sont souvent, de l'extérieur, on se dit, voilà un admirable métier, le plus beau des métiers, c'est un métier à vocation. Oui, c'est un admirable métier parce que, comme disait Lévinas, vous répondez à votre vocation d'être humain en vous engageant dans ces secteurs-là. Lévinas, dans un petit texte, s'interroge sur ce qui fait la dignité de l'être humain. Et il répond à cette question en disant que ce qui fait la dignité de l'être humain, c'est la capacité d'être troublé par la souffrance d'autrui. Dignité de l'être humain, capacité d'être troublé par la souffrance d'autrui. Point, il ajoute, vocation médicale de tout homme, il souligne médicale, ne pas laisser autrui seul avec sa souffrance. Je reprends la formule lévinassienne, dignité de l'être humain, capacité d'être troublé par la souffrance d'autrui, vocation médicale de tout homme, ne pas laisser autrui seul avec sa souffrance. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les médecins qui ont une vocation médicale. Médicale médecine vient du latin medium, qui veut dire l'intermédiaire, le moyen. Un médecin, c'est un intermédiaire entre la maladie et la santé. Ou en tout cas, s'il n'arrive pas à la guérir, entre beaucoup de souffrance et moins de souffrance. Nous avons tous une vocation médicale, nous sommes tous appelés à être médiateurs entre beaucoup de souffrance et moins de souffrance. Donc en un sens, oui, c'est le plus beau des métiers, vous le réalisez, vous ne pouvez pas laisser autrui seul, merci beaucoup, avec sa souffrance, et voilà pourquoi vous êtes engagé dans ce métier. Alors, est-ce que ça veut dire forcément que c'est un métier à vocation ? Non, je ne crois pas que... Pardon. Ce n'est pas parce qu'on s'est engagé dans ce métier par vocation qu'on le fera forcément bien. Et ça n'est pas parce qu'on est arrivé dans ce métier par hasard qu'on le fera forcément mal. Pourquoi ? Eh bien parce que qui s'est engagé dans ce métier par vocation, c'est-à-dire qu'il a entendu une voix, vocare appelée, vox vocis la voix, qui s'est engagé dans ce métier par vocation, souvent on s'en fait une image idéale, idéalise le métier. Et se dit que ce métier, ça va être la rencontre idéale d'un travailleur social purement aimant et attentif, qui va accueillir un accompagné purement reconnaissant et gratifiant. Et le problème, c'est que cette idéalisation fomente la déception. L'enchantement prépare le désenchantement. L'idéalisation fomente la désillusion. Et quand on perd la vocation, quand on se dit, dis donc, le métier que je fais, je ne pensais pas que c'était ça, eh bien, on risque en effet de le faire mal. Alors que celui ou celle qui s'est non pas engagé par vocation, mais qui est arrivé par hasard. Il se rêvait pilote de Boeing, mais il a des yeux qui l'en empêchent. Elle se rêvait comédienne, mais elle a échoué 2 fois à l'entrée au cours Florent. Et puis on apprend qu'il y a en effet de l'emploi dans ces secteurs-là. Si engagée par hasard ne veut pas dire forcément qu'on le fera mal. Parce qu'en fait, on ne s'en fait pas d'image idéale, mais on se rend compte en effet, dans la réalité quotidienne, qu'il y a des moments de grâce. Que vraiment avoir aidé cet enfant à se stabiliser, avoir aidé ce vieillard à moins souffrir, c'est quelque chose de bien. Malgré tout, il demeure dans le grand public cette idée que c'est un métier à vocation, voilà pourquoi la laïcisation du monde ne laisse pas que parfois on voudrait que les travailleurs sociaux fussent un peu des saints ou des saintes laïques, des héros ou des héroïnes laïques. Alors un petit mot sur le saint, un petit mot sur le héros, qui même fatigué ne se désengage pas. Le saint, voilà ce que dit Corneille du saint des saints, c'est-à-dire du Christ. Corneille écrit quelque part au sujet du Christ la chose suivante: il sait, ça a été, il sait dans la fatigue être sans lassitude. Quelque charge qu'il porte, il n'en sent point le poids. Il sait rendre léger les plus puissants fardeaux. C'est-à-dire même épuisé de fatigue, il n'est jamais las de son engagement. Il paraît pour les chrétiens que le Christ porte sur ses épaules le péché du monde. À mon avis, depuis le temps, ça doit être quand même assez lourd. Eh bien, pof, il sait rendre ça tout léger, d'une pichenette de la volonté eucharistique. Non, mais c'est parce que le Christ est vrai Dieu et pas seulement vrai homme. Et à un moment, l'Église, s'interrogeant sur la nature du Christ, a posé que le Christ est à la fois vrai homme, vrai Dieu. Alors, c'est un mystère d'être à la fois vrai homme, vrai Dieu. Il est grand, le mystère de la foi. Monsieur le curé nous a dit, c'est très mystérieux. Enfin bon. De même, la Trinité, c'est une personne en 3 et 3 personnes en une. C'est un mystère, enfin voilà. Mais c'est en tant que vrai Dieu
que le Christ sait dans la fatigue être sans lassitude. Il faut vraiment être un Dieu pour, quand on est dans la fatigue, être sans lassitude, pour rendre léger les plus puissants fardeaux. Ben non, vous n'avez pas vocation à être des saints ou des saintes, vous n'êtes que des êtres humains, et un être humain, en effet, quand c'est fatigué, ça devient las. Et la tentation du désengagement est fort légitime. Ou alors le héros, l'héroïne, et là aussi il y a une héroïsation de ces métiers, dans une certaine mesure. Pierre Bourdieu, quand il a inventé la notion de main gauche de l'État, la main droite de l'État, ce seraient les hauts fonctionnaires, et la main gauche de l'État, ce serait vous. Eh bien, il héroïse un peu ces professions, c'est-à-dire mal payées, mal reconnues, quand même, vous faites tenir la société en ne vous désengageant pas. Alors, bon, le héros non plus connaît pas la fatigue, on n'imagine pas un héros fatigué, ou alors il la surmonte. Pensant qu'il vous serait plaisant que mon propos ne fût pas uniquement conceptuel et qu'il s'incarnât dans quelques histoires, je me souviens d'un héros un peu magicien, c'est le baron de Munchausen. Et je me souviens d'une aventure du baron de Munchausen où le baron de Munchausen s'engage dans une clairière d'un pas sûr et malheureusement réalise très vite que les sables y sont mouvants. Et donc il s'enfonce progressivement dans les sables mouvants. Les sables mouvants, c'est une bonne métaphore de la fatigue. Parce que plus on essaie de s'en sortir, plus on y tombe. Et le problème, c'est que lutter contre la fatigue est fatigant. Le remède accroît le mal. Et surtout, c'est une bonne métaphore de la fatigue, parce que la fatigue, c'est quelque chose qui nous enserre de tous côtés, qui nous englue, n'est-ce pas ? Qui est mielleux. On peut combattre un ennemi puissant quand il se présente face à soi, quand on peut l'objectiver, le mettre devant soi. C'est ainsi que le fragile David l'a emporté contre le puissant Goliath. David est tout petit, Goliath est un géant, oui, mais David voit arriver Goliath, il invente la fronde et le dégomme. On peut se battre contre son cancer. Quand il y a parfois des cancers qui nous sont révélés alors que c'était asymptomatique, donc on a pas mal. Bon. Et on peut dire en effet qu'on va se battre contre son cancer, qu'on le met devant soi, et on peut dire tel François Mitterrand, sortant de l'hôpital Cochin, un jour de 1995, après qu'il eut avoué à la France qu'il souffrait de ce cancer, en fait il en souffrait déjà depuis des années et des années, Mitterrand, sortant de l'hôpital Cochin, dit « C'est un combat honorable à mener contre soi-même ». Mais on ne peut pas se battre contre la fatigue. Et alors, en effet, quand on est épuisé par la chimio et trucs comme ça, on se rend compte que les métaphores du combat sont rendues caduques. Et parce que la fatigue, elle ne vient pas de face. La fatigue, elle vient d'en haut. Et on dit qu'on sent le poids de la fatigue sur les épaules. La fatigue vient de derrière. Et on dit qu'on en a plein le dos. Il y a même une autre expression qui... la fatigue vient d'en dessous. Et on dit qu'on tombe de fatigue. Que le sol se dérobe sous nos pieds. Comment voulez-vous l'emporter contre un ennemi qui vient de partout, comme les sables mouvants qui vous enserrent ? Le puissant Gulliver a été réduit à rien par les Lilliputiens parce qu'il en vient de partout. Alors évidemment, les Lilliputiens qui arrivent face à lui, il les dégomme, mais pendant qu'il en combat devant, il en arrive derrière de tous côtés. Même métaphore dans Pagnol, dans La gloire de mon père, lorsque le petit Marcel et le petit Paul, qui joue dans le jardin, s'amuse à organiser un combat entre le plus puissant de tous les insectes du jardin, la menthe religieuse, et les fourmis. Et ils mettent la menthe religieuse dans la fourmilière. Au début, elle fait merveille. Elle, avec ses pattes, elle les coupe en deux, elle les mange, enfin tout. Mais à un certain moment, ça se ralentit un petit peu. Alors les enfants se demandent ce qui se passe, peut-être une retraite, une stratégie, bon. Mais à un moment, ils se rendent compte qu'il y a des fourmis, c'est Marcel qui dit ça à Paul, qui lui sont entrées par le trou du cul. Alors le petit Paul est tout gêné de ce mot, mais ça le fait rire, vous voyez ? Eh bien, de même que le fragile Gulliver est réduit à rien par les Lilliputiens parce qu'ils viennent de partout, d'en haut, de derrière, d'en bas, et pas simplement d'en face, de même, la puissante menthe religieuse est réduite à rien par les fourmis. Alors en effet, ils s'enfoncent dans les sables mouvants progressivement. Alors la tête essaie de surnager, J'en peux plus, mais je dois sourire quand même à la famille ou à l'enfant dont je m'occupe. Comment tu vas aujourd'hui ? Ça va aller mieux. Bon. Alors qu'est-ce qui m'énerve ce gosse ? Qu'est-ce qu'elle m'énerve cette vieille ? Bon. Mais à un moment, la tête passe avec le reste. Et savez-vous comment le baron de Munchausen, héros un peu magicien, va se sortir des sables mouvants de la fatigue en se tirant lui-même par les cheveux ? Et hop, il sort des cheveux, des sables mouvants, petit saut périlleux, même pas mal. Ce qui prouve qu'il avait des cheveux. Et non pas une moumoute ou un toupet, ou rien du tout, ce qu'on appelle un cal. Non, on ne se sort pas des sables mouvants de la mauvaise fatigue par un décret de la volonté, par un décret héroïque de la volonté. Quand on est dans les sables mouvants, faut trouver une branche. Eh bien, ce dont nous avons besoin, c'est de la main d'autrui. Que je puisse dire à mes collègues que je n'en peux plus, que je suis épuisé, sans être jugé, vous voyez.
Je rêve, au fond, qu'à cette mauvaise fatigue, il y eut une réponse non pas d'ordre éthique, mais d'ordre politique. C'est-à-dire qu'on ne soit pas simplement quelques-uns à avouer qu'on n'en peut plus, je me désengage et j'attends la retraite, ou mes RTT. Non, qu'on puisse dire aux autres que les conditions qui nous sont faites ne correspondent pas, rendent difficile la pérennité de l'engagement. Hein. Le premier souffle, vous l'avez peut-être eu parce que vous êtes engagé, mais ce qui est difficile, c'est le second souffle. La source de l'engagement est peut-être en vous, mais ce qui est important, c'est la ressource, la deuxième source. Et là, la ressource, le second souffle, je crois qu'on ne peut pas... Si, un héros et un saint peuvent le trouver en eux, mais vous n'avez pas vocation à être des héros et des saints, des héroïnes et des saintes. Et un être humain, ça ne peut pas se sortir seul des sables mouvants de la fatigue sans aide. Je rêve d'une espèce de solidarité des fatigués, hein, qui ferait qu'on puisse avouer sa fatigue, sa difficulté, sans être jugé. Il m'arrive parfois de regarder les visages pendant une réunion inutile, pléonasme, pas toujours, et je me rends compte qu'en regardant les visages qui doivent être comme moi, ils ont l'air bien fatigués, et puis en fait ils comprennent pas ce qu'on raconte. Hein. Il y a comment on appelle ça, j'oublie le nom, un spécialiste, un expert, un consultant. Il y a un consultant qui est engagé par l'université, qui se fait sans doute payer très cher, pour nous apprendre quelque chose. Bon. Et alors, il y a plein de diagrammes, des flèches dans tous les sens. Moi, au bout de 3 flèches, je suis complètement paumé. Je ne comprends plus rien. J'essaie de maintenir un peu de lumière dans mon regard, mais j'y comprends plus rien. Et je me dis, je suis peut-être pas le seul à comprendre, à ne pas comprendre. Et à être crevé. Eh bien, je rêve que quelqu'un puisse le dire, taper du poing sur la table en disant vous voulez que je continue, vous voulez que je me désengage pas, mais faites-nous d'autres conditions. De même que l'enfant qui a dit le roi est nu, ou l'empereur est nu, enfin, dans le conte d'Andersen qui s'appelle Les habits neufs de l'empereur. Eh bien, de même que cet enfant a sauvé toute la société du mensonge. Je rêve que quelqu'un qui dise là que la fatigue est mauvaise et que ça suffit, que le secteur est en train de s'abîmer du fait qu'on ne la considère pas, cette mauvaise fatigue. Je rêve en effet que cela donne lieu à une solidarité des fatigués. Vous connaissez le conte d'Andersen, hein. C'est un empereur qui adore les beaux habits et une fois par an, il défile dans les rues de la capitale pour faire admirer son bel habit. Mais des brigands sont au courant de la passion impériale. Et ils vont voir l'empereur en lui disant « On va vous faire le plus bel habit qui jamais fut fait, puisqu'il aura cette vertu un peu magique, il ne pourra être vu que par ceux et celles de vos sujets qui ne sont pas des imbéciles. Les autres ne verront rien. » Et alors, en fait, il demande beaucoup d'argent, beaucoup à manger, beaucoup à boire, des métiers à tisser, mais en fait, il tisse le vide. Et à un moment, il envoie le sous-ministre, comme on dit dans Canard enchaîné, pour voir l'habit, et il est tout surpris de dire « je ne vois rien, c'est donc que je suis un imbécile, donc il ment, c'est très beau. » Il envoie le ministre, qui ne voit rien, et au moment où l'empereur doit revêtir l'habit, il ne voit pas. « Oh là là, je serais donc un imbécile. » Et alors il va défiler tout nu dans les rues de la capitale. Oh, dans la version que j'avais comme enfant, il avait quand même une espèce de caleçon long, enfin bon... Et alors, parce que tout le monde n'ose dire la vérité, tout le monde applaudit, dit « Le vêtement est très beau, jusqu'à ce qu'un enfant sorte du rang et dise « Pourquoi le roi est-il tout nu ?» Eh bien, cette parole sauve toute la société du mensonge. Non pas magiquement, mais petit à petit, l'aveu de nos mauvaises fatigues, l'aveu du fait qu'on nous éloigne du cœur de notre métier pourrait en effet créer une espèce de levier qui pourrait peut-être en effet non pas nous sauver magiquement, saintement, héroïquement de la mauvaise fatigue, mais nous permettre de la travailler ensemble. Et alors, troisième et dernière partie, quelques propositions au fond pour que l'engagement revienne, ou s'il n'était jamais perdu, ou qu'il demeure pérenne, même s'il se fragilisait. Comment faire, au fond, pour avoir envie d'avoir envie, comme disait le cher Johnny. Hein. Eh bien, il me semble que pour que le désir revienne, il faut sortir de la sidération par la considération. Je joue sur 3 mots. Ils viennent tous les 3 du mot latin sidus sideris, sidus, S-I-D-U-S, sideris, qui veut dire les astres. Hein. Les espaces sidéraux sont les espaces où se trouvent les astres. Hein. Or, sidérer, le verbe sidérer, le verbe considérer, et le verbe désidérer, qui veut dire désirer, hein, viennent tous les 3 du latin sidus sideris. Hein. La sidération, la considération,
la désidération, n'est-ce pas, ont la même origine étymologique. Et en effet, nous vivons une époque où les crises s'enchaînent et nous sommes en effet régulièrement sidérés par ce qui se passe, par le confinement, par le nouveau confinement, par la guerre en Ukraine, par la guerre entre Israël et le Hamas, par le réchauffement climatique, par les incendies, nous sommes sidérés et je crois qu'on a besoin d'être considérés pour sortir de la sidération, pour retrouver la désidération. Qu'est-ce que c'est qu'être sidéré et beaucoup de mes étudiants, parfois, le sont. Les bras leur en tombent, n'est-ce pas, des conditions qu'on leur fait. Être sidéré, c'est avoir l'impression qu'un astre nous tombe sur le bout du nez ou sur le bout des chaussures. Hein. Louis de Funès étant le grand comédien de la sidération. Être sidéré, c'est être stupéfait, renversé, confondu, ébahi, abasourdi, envoûté, atterré, et même, comme dit Marielle Massé, sidéré dans une émotion qu'il n'est pas facile de transformer en une motion. Hein, sidéré dans une émotion qui n'est pas facile de transformer en une motion. Une motion, c'est un mouvement, moteur. Motérer, ça veut dire se mettre en mouvement. Être sidéré, c'est avoir l'impression de ce que j'appellerais l'impossibilité de toute possibilité. Hein. Ça devient impossible. Ça devient impossible de continuer à faire ce métier dans les conditions qu'on m'y fait, n'est-ce pas? Et donc j'ai l'impression parfois de l'impossibilité de toute possibilité. Je n'ai pas les moyens de faire ce que je devrais faire pour cet usager. Et je travaille en mode dégradé. Le mode dégradé, qui devrait rester exceptionnel, se continue, n'est-ce pas? J'ai une étudiante qui est aide-soignante en EHPAD. Eh bien, elle aime ce métier, elle s'y est engagée, mais il faut que les toilettes se fassent de plus en plus vite, et elle est maltraitante malgré elle. Hein, et elle a l'impression qu'il n'y a plus de moyen de moyenner. Il y a plus... Bon. Or, comment sortir de la sidération qui est parfois la vôtre, qui rend grande la tentation du désengagement, n'est-ce pas? Alors, elle est très facile pour les paresseux, elle est beaucoup plus difficile pour les consciencieux qui continuent, mais il y a un moment, ils n'en peuvent plus. Et il craque. Oui, un petit mot sur consciencieux. Je crois que si c'est dans notre secteur, dans votre secteur, qu'il y a le plus de burn-out, c'est souvent parce que les professionnels n'osent pas se plaindre. Je vais pas me plaindre. Moi qui suis sur mes deux jambes, qui va pas trop mal, qui a une vie, qui va à peu près, quoi. Quand je vois la situation des gens dont je m'occupe, hein, elle a le même âge que moi, mais la voilà découronnée par la chimiothérapie, un sein en moins, récidive de cancer, épuisement, et donc on lui met une protection. Non, moi, je vais aux toilettes toute seule, j'ai de beaux cheveux, et puis mes enfants vont bien, je vais pas me plaindre. Je vais pas me plaindre, moi qui ai des enfants qui sont pas encore dans l'adolescence, donc qui sont adorables, gratifiants. Oui, parce que le problème de l'adolescence, c'est ça. Hein. Un ami qui disait que faire pendant l'adolescence des enfants? Réponse: survivre. Déjà pas si mal. Hein. Et il est vrai que c'est un peu blessant narcissiquement d'être transformé en quelques semaines par son propre enfant, du statut de merveilleux papounet au statut de vieux con qui doit surtout pas venir me chercher au collège parce que j'ai honte, enfin bon. Mais c'est de bonne guerre. Quand je vois dans quelle situation est un enfant abusé, un enfant polyhandicapé, bon. Et alors en effet, je crois que parfois c'est parce qu'on est consciencieux et qu'on n'ose pas se plaindre, qu'on garde pour soi cette fatigue, qu'on n'ose pas la faire sortir, n'est-ce pas? Une belle expression de la langue française dit qu'une lettre qui n'a pas atteint son destinataire est une lettre en souffrance. On n'écrit plus de lettres aujourd'hui, mais voilà comment ça s'excise. Une lettre qui n'a pas trouvé son destinataire est une lettre en souffrance. Si vous renversez l'expression, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas de pire souffrance que celle qui ne peut pas se dire, ou qui, s'étant dite, ne trouve qu'un destinataire indifférent ou sourd, vous voyez. J'ai trouvé très profond ce passage de l'oraison funèbre prononcée par François Mitterrand en l'honneur de Pierre Bérégovoy sur la grande place de Nevers, un jour de mai 1994, quelques jours après que Bérégovoy s'était suicidé, où Mitterrand parle du suicide de Bérégovoy en disant que c'est un acte où se mêlent la grandeur et le désespoir. Dans cet acte où se mêlent la grandeur et le désespoir. Grandeur d'un homme qui a su choisir son destin.
Désespoir d'un homme qui a souffert à n'en pouvoir se plaindre, à ne pouvoir le dire, vous voyez ? Eh bien, oui, je souffre, mais je ne peux pas le dire, je n'ose le dire, je garde cette souffrance pour moi et la mauvaise fatigue s'accroît jusqu'au burn-out. Eh bien, se sidérer, terré, qui a l'impression de l'impossibilité de toute possibilité, doit être considéré. Et la considération, c'est plus que le respect. Parce qu'il faut respecter les travailleurs sociaux, mais le problème du respect, c'est que c'est un sentiment un peu distant et froid, vous voyez ? Tenir en respect, c'est tenir à distance. Alors je crois qu'on a besoin, parce qu'on n'est ni des saints, ni des héros, ni des saintes, ni des héroïnes, d'un peu plus que de respect, de la considération. Et ma collègue Corinne Pelluchon en a parlé dans son beau livre qui s'appelle « Éthique de la considération ». La considération, c'est quoi ? C'est l'expression qu'employaient les anciens pour l'observation des astres. Donc sidérer, un astre m'est tombé dessus. Considérer, ça veut dire regarder les astres. La considération, c'était le regard des astres. Considérer un être humain, c'est le regarder comme on regarderait un astre. C'est-à-dire qu'il y a en toi une lumière et une chaleur irremplaçables. Nous avons besoin de cela, n'est-ce pas ? La considération, c'est quoi ? C'est une attention, une prévenance, une vigilance, une estime, un soin le passage d'un regard à un égard, qui rouvre justement le sentiment de la possibilité d'une possibilité. Eh bien, je crois en effet qu'il faut considérer les sidérés pour qu'ils se remettent à désirer. Et en effet, désirer, le verbe désirer vient du latin desidere, qui vient lui-même du substantif desiderium, qui veut dire l'absence de l'astre. Sidus sideris, c'est l'astre, et dé, c'est l'absence. Le désir est un désastre. Qu'est-ce que c'est que désirer un être ou un objet ? C'est le regarder comme on regarderait un astre, justement. Vous regardez la vitrine d'un chausseur, et vous regardez plusieurs paires de chaussures sans aucun désir. Votre regard est éteint et votre cœur froid. Tout à coup, vous regardez une chaussure avec désir. Votre regard s'illumine et votre cœur s'embrase, n'est-ce pas ? On ne peut désirer que ce dont on manque. Je ne peux pas désirer être professeur de philosophie, je le suis. Je peux désirer continuer de l'être, mais je ne peux pas désirer l'être. Je ne peux pas désirer porter cette cravate, je la porte. Je ne sais pas si c'était un choix, enfin, qu'importe, le sujet n'est pas là. On ne peut désirer que ce dont on manque. Mais en même temps, désirer, c'est pas simplement manquer, c'est aussi posséder une image. Désirer, c'est manquer d'un objet dont on possède l'image. Et l'image des chaussures, l'image d'un corps qu'on désire, l'image d'un avenir, eh bien, en effet, sont ressources de ce second souffle pour que vous ayez envie d'avoir envie. Pour que l'engagement fragilisé par la mauvaise fatigue revienne, eh bien, il faut considérer les sidérés pour qu'ils se remettent à désirer. Cela suppose, et je termine par ça, un préalable, c'est tout simplement, en effet, d'avouer sa fatigue, de ne pas forcément lutter contre elle, parce que, alors toutes les fatigues que vous avez sont pas aussi bonnes que celles du sportif, des amoureux ou de celui qui se trouve parfait dans son boulot, non, sont pas aussi mauvaises que les mauvaises fatigues terribles que je viens de décrire. Plutôt, des fatigues sont un peu intermédiaires. Que faire de ces fatigues intermédiaires ? Je dirais que plutôt que de lutter contre elles et les cacher, jouer la comédie de l'infatigable, eh bien, nous devrions écouter les belles leçons qu'elles ont à nous apprendre. Et je crois qu'une fatigue assumée plutôt que combattue, en plus ça sert à rien de la combattre, parce que plus on combat la fatigue, plus on est fatigué. Une fatigue assumée plutôt que combattue peut nous apprendre de belles leçons et nous redonner quelque chose comme l'envie d'avoir envie. La métaphore que j'utiliserais, c'est celle du chêne et du roseau dans la fable de La Fontaine. Le roseau plie, mais ne rompt pas. Alors c'est un chêne très orgueilleux qui méprise le roseau. Un roitelet, vous êtes un pesant fardeau. Tous mes zéphyrs, tout vous êtes aquilon, dit le chêne au roseau. Zéphyr, c'est un tout petit vent. L'aquilon, c'est un vent tout très puissant. Eh bien, le chêne dit au roseau, tous mes zéphyrs, tout vous êtes aquilon. Encore si vous croissiez, si je pouvais vous protéger. Enfin, bref, il le méprise. Et le roseau répond, quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie, mais ne romps pas. Juste après qu'il avait dit cela, arrive le vent le plus puissant que le Nord n'avait jamais fait. Le roseau plie. Le chêne résiste. Mais à un certain moment, le vent redouble les efforts et hop, il déracine le chêne, alors que le roseau pas, voyez. Eh bien, jouer la comédie de l'infatigabilité, essayer d'imiter Macron, qui oblige d'ailleurs tous des gens qui travaillent autour de lui, parce qu'il dort 3 heures par nuit, il paraît que vous recevez des textos, des mails, il faut tout de suite réagir. Non, il y a un moment, on ne peut plus. De même, essayer de jouer la comédie de l'éternelle jeunesse.
fort comme un chêne. Et mon vieux, t'as rendez-vous avec quand même la vieillesse. Non, soyons roseaux plutôt que chênes, ça veut dire ne luttons pas contre la fatigue, mais apprenons les belles leçons qu'elles ont à nous apprendre. Et je dirais qu'une fatigue assumée, ça nous apprend ces belles leçons que sont l'humilité, le courage et la rêverie. L'humilité, oui. Admettre qu'on est fatigué, c'est admettre qu'on est humain. Parce que humus, humilité, enfin plutôt humilité et humain viennent tous deux du même mot humus. Hein. Et en effet, avouer qu'on est fatigué, c'est avouer qu'on est un être humain et qu'on n'est pas une machine, qu'on n'est pas un dieu grec, qu'on n'est pas un ange, qu'on n'est pas un lutin ou une fée. Parce que tous ces êtres-là sont infatigables, pour des raisons différentes. La machine s'use, mais ne se fatigue pas. Bah, vous n'êtes pas des machines. Et on n'a pas à vous transformer en machine, c'est-à-dire prestataires de services qui doivent enchaîner les tâches qu'on leur impose. Hein. Vous n'êtes pas des dieux grecs. J'imagine pas un dieu grec fatigué. J'imagine pas Zeus un matin se dire « je prends un petit coup de mou, là, je sais pas ce qui m'arrive ». Alors que je remarque que le dieu des 3 religions monothéistes a peut-être connu la fatigue. Le dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, le dieu de Mahomet ou de Mohamed, le dieu de Luc, Matthieu, Jean, à un moment sont fatigués parce qu'il y a un jour de repos, le Shabbat. Le vendredi pour les musulmans, le samedi pour les juifs, le dimanche pour les chrétiens. Et Jésus a connu la grande fatigue, hein, il se met sur le puits de Jacob, il est épuisé. L'épuisement, c'est quand la nappe phréatique de soi est tarie, voyez ? Vous essayez de trouver des ressources en vous, et la nappe phréatique elle-même est tarie. Et il va être aidé par la Samaritaine, c'est-à-dire la femme, l'être le plus méprisé, c'est une femme, en plus c'est une Samaritaine, c'est elle qui va donner un peu d'eau à Jésus. Un ange n'est pas fatigué, n'est pas un ange un peu fatigué, les anges se déplacent à la vitesse de la pensée, ils sont légers, rapides. Bon. Et puis les lutins, les fées, sont encore mieux qu'en forme, puisqu'ils sont capables de jouir d'une infatigable puissance métamorphique. Si je n'étais pas clair, me le diriez. Le contraire, même Johnny aurait compris ça, le contraire d'être en forme, c'est être fatigué. Quand t'es fatigué, t'es pas en forme. Oh, et quand t'es en forme, t'es pas fatigué. J'adore ce que disait Fabrice Lucchini de Johnny. Vous savez, il disait de Johnny, ce qu'il y avait de prodigieux, c'est Johnny, c'est qu'il revisitait les évidences. Et c'est vrai que Johnny a dit une fois, c'est authentique, finalement, il n'y a rien de mieux que la perfection. Hey. Et puis surtout, on se souvient de ce moment miraculeux de l'histoire de l'humanité où Johnny court le Paris-Dakar. Il y a un problème technique, la voiture est arrêtée longtemps dans le désert. Et elle est enfin réparée, elle arrive au poste d'arrivée, Johnny baisse la vitre, les journalistes se précipitent et Johnny avait eu ce fameux mot, tu te rends compte que si on n'avait pas été arrêté 1h15, il y a 1h15 qu'on serait là. Eh ben, quand t'es en forme, t'es pas fatigué. Et quand t'es fatigué, t'es pas en forme. Mais les êtres féeriques sont mieux qu'en forme puisqu'ils peuvent changer de forme. Vous voyez ? Ils peuvent changer de forme. Ils deviennent oiseaux, vents, ruisseaux, chats. Hein, ils jouissent d'une inlassable puissance métamorphique. Ben non, on n'est pas des êtres féeriques, on n'est pas des anges, on n'est pas des dieux grecs, on n'est pas des machines, on est simplement des êtres humains. C'est une belle leçon d'humilité. L'humilité, c'est le contraire de la vanité, mais c'est aussi le contraire du mépris. Être humble, c'est s'estimer à sa juste mesure. C'est ne pas se mépriser. Eh ben, une fatigue assumée nous apprend l'humilité. Elle nous apprend le courage. Parce que quelqu'un de jamais fatigué n'a pas besoin d'être courageux. Le toujours frais et dispo n'a pas besoin d'être courageux. Le discours que tient Aristote au sujet des rapports entre courage et peur peut être repris au sujet des rapports entre courage et fatigue. Qu'est-ce que dit Aristote ? Que le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est la peur surmontée. Et bien de même, le courage, c'est pas l'absence de fatigue, c'est la fatigue surmontée. Oui, ça peut nous apprendre un peu de courage. Et surtout, une fatigue assumée, ça peut nous apprendre la rêverie. Quand on ne lutte plus contre sa fatigue, on est dans un état où on rêvasse un peu. On n'est ni complètement endormi, ni complètement éveillé. On laisse flotter son regard. Et je crois que nous avons besoin de moments de rêverie. Les rêveries nous ressourcent. Hein. Quand on se laisse aller à la rêverie bachelardienne, hein, on est un agent double. On n'est pas complètement une petite partie du monde comme celui qui dort. On n'est pas complètement lucide comme celui qui est en pleine forme. Et à ce moment-là, on a un regard plus doux sur soi-même, plus doux sur les autres, plus doux sur le monde. Nous avons tous besoin de rêverie. Eh bien, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez encore de bonnes fatigues.
Malheureusement, je dois constater qu'elles sont plus souvent mauvaises que bonnes, que ce sont les consciencieux qui en sont les plus menacés et non point les paresseux, que parfois le fait qu'on les oblige à s'adapter de manière permanente à un monde impermanent les conduit à péter les plombs et au burn-out, à une forme de désengagement involontaire, à une sidération. Comment faire pour que le désir et l'engagement reviennent? Eh bien, je crois qu'il est essentiel de considérer les sidérés pour qu'ils se remettent à désirer. Puisse cette journée contribuer à vous faire sentir cette considération. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Éric Fiat. Et je crois que les applaudissements nourris témoignent en tout cas de l'intérêt de cette première intervention et du fait que vous avez touché juste. Je l'avais dit, il nous reste 5 grosses minutes ou 10 petites minutes, si vous le souhaitez, pour intervenir, questionner. Je voudrais que vous rebondir sur cette solidarité des fatigués. On voit bien, c'est comment à un moment donné, dans mon côté individuel, je m'appuie sur l'autre. Alors, comment au quotidien, justement, et dans ces métiers, elle peut s'exprimer? Est-ce que c'est... Je m'appuie justement uniquement sur l'autre en tant que confident qui va m'aider à porter un peu de cette fatigue? Est-ce qu'au contraire, je fais bloc avec l'autre? C'est ça, cette solidarité, il va m'aider à faire face, peut-être à m'opposer? Ou est-ce que je dis avec l'autre, j'essaie de trouver des solutions? Ou est-ce que c'est un peu tout ça? Comment elle doit s'exprimer dans ces milieux au quotidien, cette solidarité des fatigués? Parce que je crois que c'est une image qui est très parlante au cœur des établissements de l'essor. Mais sans doute un peu les trois. Sans doute un peu les trois, et ça dépend des moments. En même temps, pour nuancer ce que je proposais, cette solidarité des fatigués n'est pas une évidence, hein, ça n'est pas une chose qui surgit tout facilement, hein, parce que la fatigue des autres peut nous fatiguer. On peut être fatigué par les autres. Il y a des êtres, à peine vous les avez rencontrés, ils vous fatiguent par leur discours, leur façon d'être, leur plainte, la plainte réitérée, la plainte. Je ne me sens pas spontanément solidaire de l'être qui passe son temps à se plaindre. J'admire les analystes, les psychothérapeutes qui des fois toutes les semaines ou des fois 3 fois par semaine dans le cas de certaines psychanalyses entendent quelqu'un se plaindre. Alors des fois l'œil doit... Et non... on peut être... Oui, cette solidarité des fatigués n'est pas chose évidente. C'est-à-dire, avouer sa fatigue peut accroître encore la fatigue. Elle peut aussi, dans le cas de... Si on est dans une société très individualiste, dire « c'est bon, lui il est fatigué, pas moi ». Mais tout de même, je crois que pour qu'un groupe de travailleurs sociaux tienne, il faut qu'ils se conduisent, comme disait Rousseau, comme une équipe plutôt que comme une série. Un groupe qui se conduit comme une série, c'est un groupe où chacun a pour maxime, dont la maxime est chacun pour soi. Un groupe qui se conduit comme une équipe, c'est un groupe où la maxime de chacun, c'est la maxime des mousquetaires, hein, un pour tous, tous pour un. Et tout simplement, pour que le groupe continue, il faut qu'il soit plutôt une équipe qu'une série. Et c'est à ce moment-là que même s'il est légitime parfois qu'on soit fatigué par les autres, il y a quelque chose de beau à se fatiguer pour les autres, sans que ce soit quelque chose de l'ordre du sacrificiel, hein, surtout pas de sanctification, d'héroïsation de ces métiers-là. Mais je crois que ce qui restera peut-être de beau de nous quand nous aurons quitté ce monde, c'est en effet que nous sommes fatigués aussi pour les autres. Ces poches et rides, c'est parce que je me suis inquiété pour mes enfants et c'était pas un investissement en disant je vais m'occuper de lui pour qu'il s'occupe de moi. La société tient aussi grâce à cela et c'est pour ça que je n'aime pas du tout la paresse, c'est que le paresseux laisse aux autres le soin de porter le fardeau de l'être. Ce qui fait que nous avons pu nous rencontrer, c'est que des gens se levaient tôt pour conduire un train, pour conduire un métro. Il y a des gens qui ont bossé pour que le micro fonctionne. Il y a des gens qui ont construit cette salle. Si l'acoustique était épouvantable, si on n'avait pas chaud, si les boulangers ne s'étaient pas levés tôt pour vous donner du croissant et puis le café.
la vie serait plus difficile. Donc de toute façon, la solidarité est moins un devoir au sens kantien du terme, vous devez être solidaire, qu'une nécessité pratique, une nécessité pragmatique. Le groupe ne peut tout simplement pas tenir longtemps s'il est une série plutôt qu'une équipe. Quant aux moyens de cette solidarité, vous en avez évoqué plusieurs, moi je dirais qu'ils sont très bons tous les trois. J'ajoute que c'est pas la tâche des philosophes que de dire comment faire. Nous ne sommes pas là pour donner des recettes. Là, il faut passer le relais aux sociologues du travail, aux psychologues du travail, à ceux qui bon. Mais la philosophie n'est pas complètement inutile si elle n'est pas là pour vous donner des recettes, mais pour vous donner du pollen, que vous transformerez en miel si c'est la proposition de ces analyses ou de ces raisonnements aide. Déjà, mettre en mots ce que les travailleurs sociaux, moi c'est ça mon métier. Mettre en mots ce que mes étudiants vivent, essayer de rendre hommage à ce qu'ils éprouvent. Déjà se sentir écouté, compris, oui, c'est ça que je vis, c'est déjà quelque chose de pas si mal. Mais la philosophie n'est pas là pour donner des recettes. Allez, je suis sûr maintenant qu'on ne va pas se quitter sans une intervention, une main qui se lève. Je n'ai jamais parlé dans un micro. Bien. Je suis éducatrice à la MEX, du coup, la Grande Allée, une maison d'enfants à Toulouse. Depuis le Covid, voilà, j'ai été diplômée, donc les fameuses promos 2020, 2023, voilà, toutes ces années là, de 2020-2023, donc moi j'ai été diplômée en 2020. Du coup, moi ça m'évoque les mauvaises fatigues, contrairement aux bonnes fatigues, m'évoque un côté mortifère, où du coup tous les jours, inlassablement, on revivrait une journée qui se répète, et c'est vrai que ça me fait écho quand j'ai entendu le fait de sortir de cette sidération. C'est le fait de se dire je vais me réveiller pour en fait un peu un désir de vie, quoi. Il y a un côté un peu pulsionnel qui nous raccroche à quelque chose de vivant, quoi. C'est ça que ça m'a évoqué. Merci. Parfois, ce qui permet de tenir alors que on n'a pas envie, c'est aussi, faut pas dire du mal de l'habitude ou de la routine. Que si on continue à pédaler, ça, le vélo ne tombe pas. Et parfois une certaine mécanisation, une certaine protocolisation, une certaine procédurisation des gestes et des actes et des mots qu'on dit ou qu'on fait, ça peut aider. Mais ça ne tient qu'un certain temps, ça. Il y a un certain moment où on se dit non, je ne suis pas là pour enchaîner tous les jours les mêmes protocoles, les mêmes procédures, les mêmes techniques, les mêmes mécaniques. C'est un pis-aller, ça. Ça peut aider un certain temps, mais ça n'aide pas très très longtemps. Mais merci de votre écho. Oui, juste un petit mot. Je crois important pour faire un écho à votre écho, madame, de distinguer entre le désir et la pulsion. La pulsion ne supporte pas l'attente. Le désir peut s'en enchanter. Et je crois que les êtres humains sont plutôt des êtres de désir que des êtres de pulsion. Même si les pulsions, ça pulse. Ben oui. Mais en même temps, là encore, ça ne tient pas très très longtemps. Et surtout, quelqu'un qui travaille par pulsion ne supporte pas l'échec, ne supporte pas la résistance, ne supporte pas l'attente. Or, les enfants dans les ADMEC, justement, ils résistent, ils sont pénibles, et la pulsion ne supporte pas l'attente. Alors que le désir peut s'en enchanter. Dans le désir, parfois on retarde le moment du plaisir parce que le désir en est plus grand. C'est ce que dit très bien... c'est ce que dit très bien Corneille dans un vers coquin et Valérie dans des beaux vers. Il y a un vers de Corneille, je crois que c'est dans Polyeulte, où il dit le désir croît, du verbe croître, quand l'effet se recule. Mais en fait, il joue sur l'effet et les fesses se reculent. Pardon. Il aurait peut-être pas fallu. Bon,
Mais plus joliment, j'essaie de me récupérer, c'était une rupture de ton. Vous avez un très beau vers de Paul Valéry sur le baiser. La joie qu'on a à retarder le moment du baiser. Paul Valéry écrit à celle qu'il aime: si tu prépares pour l'habitant de tes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas ce geste tendre. Plaisir d'être et de n'être pas. Car j'ai vécu de vous attendre, et mon cœur n'était que vos pas. Il fait l'éloge de l'attente. C'est une formule à prendre par cœur si vous avez rendez-vous avec votre copain ou votre copine, qu'il arrive très en retard, au lieu de lui faire une scène, si tu prépares à l'habitant de tes pensées, ça devrait... Voilà. Pardon, j'ai été trop long. Madame. Je suis Fatma Boulasma, donc je travaille au SAED à Neuilly. Déjà, j'ai pas forcément de questions, mais j'attendais avec grande impatience votre intervention parce que je vous avais vu il y a quelques années, donc j'avais un bon souvenir de la dernière fois que je vous avais écouté. Je vous remercie parce que ça me conforte dans nos fatigues d'équipe pour le coup et pas de série. Je parle avec mes collègues là, je pense qu'on va essayer de fédérer ça. Je voudrais juste ajouter, parce que je vais utiliser forcément ce que vous avez dit pour nous armer en tout cas, ou nous défatiguer de ce qu'on traverse aujourd'hui. Je voulais juste dire que pour bien répondre à la demande, c'est-à-dire faire preuve d'empathie auprès du public qu'on accompagne, il faut aussi, face à nous, à ce qu'on ait des gens qui accueillent l'état dans lequel on est, qui accueillent les états de fatigue et qui ne nient pas. Parce que c'est pas comme si... je m'aperçois, c'est pour ça que je vous dis, ça me conforte dans tout un processus dans lequel je pense qu'on a petit à petit témoigné de fatigue. Et je pense qu'en face, parfois, on refuse de voir pour passer pour ça va aller, il faut y aller, il faut vous armer d'énergie et de courage. Et nier ça, je pense pas que ça soit... j'ai vraiment le sentiment... dans le sens que vous avez élaboré tout à l'heure, abordé tout à l'heure dans la métaphore, de s'enliser encore plus dans la fatigue. Plus il y a ce déni-là d'une réalité qu'on connaît, effectivement, de mouvance, de s'adapter. On a choisi ce métier par vocation, effectivement. On est dans la créativité, on s'adapte aux modifications et sociétales de climat actuel aussi, qui ont généré beaucoup de grande détresse aussi chez le public qu'on accueille. Et pour répondre à ça, autant que faire se peut, si nous, on doit être bien vis-à-vis des personnes accompagnées, il faut aussi faire attention au personnel. Donc voilà, je lance la bouteille à la mer. Oui, tout à fait. C'est ce que j'essayais de rendre par le renversement de la formule une lettre en souffrance. C'est si on dit sa fatigue et qu'on trouve un destinataire indifférent ou sourd, ça accroît encore le sentiment de fatigue. Il y a un élément, oui, je crois très important de créer des chambres d'écho à la bonne acoustique, des vides de bonne qualité, où on puisse dire ce qui ne va pas, sans qu'il y ait des bruits parasites. Parce que si on parle, l'acoustique est très mauvaise, les autres n'entendront pas. Les groupes de parole. Je connais des amis, même très proches, qui s'animent des groupes de parole dans des lieux différents. C'est parfois quelque chose de très, très aidant. Alors attention, il ne faut pas faire en sorte que... Le piège, c'est que le système néolibéral, se rendant compte que les gens sont fatigués, par exemple, on va avoir le droit de faire la sieste dans l'entreprise. On va créer des cellules comme ça. Mais en fait, leur but, c'est pas que les gens se reposent, c'est qu'ils se reposent pour retourner au combat. Et le repos, la rêverie, la promenade, ce sont pas simplement des ressources pour retourner. C'est des fins en soi. Il faut comprendre que ça fait partie des besoins. Mitterrand l'avait dit, il n'y a pas de raison que la vie devienne l'annexe du travail. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Merci en tout cas d'abord de vos participations, de votre témoignage, de votre intervention. Je rappellerai cette phrase du début, puisqu'on en était à la fatigue, que vous avez prononcée. Rien n'est plus défatigant qu'une joie. Une phrase qui a agréablement résonné, qui j'espère nous guidera aussi, même si elle n'est pas suffisante. On l'a vu dans tout ce que vous avez exprimé. Merci beaucoup. Je voulais ajouter un tout petit mot. Faire rire, ça peut être une facilité. Mais le rire est défatigant. Hein. Le rire dilate la rate et il n'y a rien de plus défatigant qu'un fou rire. Même si ça ne s'impose pas. C'est mon premier mot. Mon deuxième mot, c'est je dois vous présenter mes excuses. Parce que normalement, quand je suis invité à parler dans un colloque, je reste le plus longtemps possible. Peut-être pas toute la journée. Bon. Mais là, je dois partir tout de suite. Et j'ai rendez-vous au docteur, comme disait ma grand-mère. Alors, je suis désolé, je vous souhaite un bon colloque. Hein.